Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Un F-35 Lightning II des États-Unis vient de tomber du ciel au-dessus de l'espace aérien iranien. Pas une plateforme héritée du passé, pas un chasseur de troisième génération opérant au-delà de ses paramètres de survie, un F-35, le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire de la civilisation humaine. L'appareil dans lequel United States Air Force, United States Navy, United States Marine Corps et les forces aériennes de 15 nations alliées sur 4 continents ont collectivement investi plus de 400 milliards de dollars pour le développer, l'acheter et le maintenir en vol. L'appareil censé être un fantôme. L'appareil dont l'architecture furtive constitue le mur porteur fondamental de la doctrine de la puissance aérienne américaine pour les 3 prochaines décennies. L'Iran l'a abattu, non pas avec un intercepteur de 5e génération, non pas avec un obscur transfert technologique venu de Moscou qu'aucun service de renseignement occidental n'aurait signalé. Avec un système de missiles solaires fondé sur une physique radar si bien documentée que la science sous-jacente se trouvait déjà dans des revues universitaires évaluées par des pairs avant même que la plupart des hommes et des femmes aujourd'hui installés dans des cockpits de F-35 aient appris à lire. Le Pentagone a pris son temps avant de confirmer la perte. Quand la confirmation est finalement arrivée, elle tenait en 3 phrases. Un F-35 s'est écrasé au-dessus de l'espace aérien iranien. Le statut du pilote est en cours d'évaluation. Aucun autre détail n'est disponible pour le moment. Aucune reconnaissance de ce qui a fait tomber l'appareil, aucune explication sur ce qu'un chasseur furtif américain faisait en opération à l'intérieur de l'espace aérien iranien, aucune référence, quelle qu'elle soit, au champ de débris que la télévision d'État iranienne diffusait déjà au monde entier dans les heures suivant l'abattage. Un champ de débris s'étendant sur 3 kilomètres à travers le paysage iranien. Pas un site d'écrasement, un champ de débris, parce que lorsqu'une ogive à détonation de proximité explose à 40 m d'un avion en mouvement à haute altitude, l'appareil ne plane pas gracieusement jusqu'au sol. Il se transforme en éclats dispersés sur 3 kilomètres de territoire, et les éclats racontent une histoire qu'aucun communiqué en 3 phrases du Pentagone ne peut réécrire. La physique des schémas de fragmentation, le rayon de dispersion, les indicateurs d'altitude intégrés à la géométrie de la dispersion, tout cela parle avec une clarté que les responsables des affaires publiques ne peuvent pas censurer. Le genre de déclaration qui ne dit presque rien, ce qui est habituellement le moment où le théâtre de podium à la Trump appellerait ça une transparence totale avant de passer à autre chose. Le Pentagone a avancé l'hypothèse d'une défaillance mécanique comme cause contributive possible. La physique a offert une autre explication. Et l'explication que la physique offre porte des conséquences qui vont tellement au-delà d'un seul appareil, d'une seule mission et d'un seul champ de débris dans l'espace aérien iranien que tout le poids de ces conséquences n'a pas encore atteint la conscience publique. Parce que la vulnérabilité qui a permis à l'Iran de localiser et d'engager un F-35 n'est pas un défaut propre à cette cellule. Ce n'est pas une panne d'entretien sur cet avion en particulier. C'est une limite fondamentale inscrite dans la physique qui sous-tend chaque appareil furtif jamais construit. Chaque F-35 encore en vol aujourd'hui porte cette même vulnérabilité. Chaque fin 2 Raptor la porte, chaque B-2 Spirit la porte. Chaque plateforme furtive de nouvelle génération actuellement engagée dans les filières de développement américaines la porte. Quand les faits deviennent aussi tranchants, le scénario habituel de contrôle des dégâts ressemble moins à une stratégie qu'à une fumée de campagne électorale. Les ingénieurs qui ont construit ces appareils le savaient, les gestionnaires de programmes qui ont approuvé les budgets le savaient, les responsables qui se sont présentés devant les commissions du Congrès pour justifier les coûts unitaires le savaient. L'hypothèse qu'ils ont faite en réponse à cette compréhension vient peu être d'être démantelée dans le ciel iranien, une hypothèse assez solide pour la salle de briefing, mais visiblement pas assez solide pour la réalité. Pour comprendre pleinement ce que l'Iran a réellement fait, j'ai besoin d'une image exacte de ce qu'est réellement le F-35 et de ce que la technologie furtive accomplit réellement, parce que les deux font l'objet de nombreuses discussions et sont presque universellement mal décrits, d'une manière qui compte énormément pour comprendre comment cet abattage a pu se produire. Le F-35 Lightning II est le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire des conflits armés.
Les coûts totaux du programme, en tenant compte du développement, de l'acquisition et du soutien prévus sur l'ensemble du cycle de vie, dépassent un 7 billions de dollars selon les chiffres compilés par le Project on Government Oversee. Les États-Unis à eux seuls se sont engagés à acquérir plus de 2400 appareils. 15 nations alliées ont soit complété leurs achats, soit pris des engagements contraignants pour faire du F-35 leur principal avion de combat de première ligne. La logique opérationnelle derrière cet engagement financier extraordinaire est simple à formuler et extraordinairement coûteuse à exécuter. Un appareil capable de pénétrer un espace aérien défendu qui détruirait toute autre plateforme tentant le même transit. Le mécanisme qui fournit cette capacité, c'est la furtivité, pas l'invisibilité au sens de la science-fiction. Une réduction de la section efficace radar si extrême que l'appareil devient pratiquement indétectable pour les systèmes radars qui fournissent les données de guidage aux missiles solaires. La section efficace radar du F-35 se situe à environ 0,005 mètres carrés dans son aspect le plus favorable. Un oiseau en vol standard produit un retour radar d'environ 0,001 mètre carré. Sur la plupart des systèmes radars, le F-35 apparaît comme quelque chose de moins significatif qu'un oiseau. 2 mécanismes complémentaires produisent ce résultat. Le premier, c'est la forme. Chaque surface de l'appareil est conçue et orientée pour dévier les ondes radar entrant loin de la source émettrice plutôt que de les lui renvoyer. La silhouette distinctive du F-35, ses surfaces précisément angulées, l'alignement soigneusement maîtrisé de ses arêtes, la géométrie intégrée de son fuselage et de ses ailes, chaque choix de conception visible dans l'apparence de l'appareil a été dicté par l'exigence de dévier l'énergie radar plutôt que de la réfléchir vers le récepteur. Le second mécanisme est le revêtement en matériaux, absorbant les ondes radar appliquées sur chaque surface externe de la cellule, un traitement qui convertit l'énergie radar entrant en chaleur au lieu de la renvoyer vers la détection. Ces 2 mécanismes réunis produisent un appareil qui est pratiquement invisible pour les systèmes radars qui guident les missiles solaires modernes. Cette expression précise, les systèmes radars qui guident les missiles solaires modernes, est l'expression la plus importante pour comprendre toute cette situation. Elle doit être examinée avec soin avant toute autre chose parce que la furtivité n'est pas une propriété universelle qui agit de la même manière contre tous les radars. C'est une propriété spécifique à certaines fréquences. Elle fonctionne contre des fréquences radar particulières. Elle a été conçue avec une précision délibérée pour neutraliser les fréquences utilisées par les radars de conduite de tir dans les systèmes modernes de ciblage des missiles solaires. Ces systèmes fonctionnent principalement dans la bande X et dans des plages de fréquences plus élevées. Des radars à longueur d'onde centimétrique, à haute résolution, avec une capacité de ciblage précise, le genre de système capable de guider un missile à quelques mètres d'un avion en manœuvre à altitude de combat. La géométrie du F-35 et ses revêtements absorbant les ondes radar neutralisent ces bandes de fréquences avec une efficacité extraordinaire. Voilà le rendement opérationnel d'un investissement de 1,7 billion de dollars. Face à un radar moderne de conduite de tir en bande X, le F-35 atteint quelque chose qui s'approche réellement de l'invisibilité. Face à un radar VHF, la situation est catégoriquement différente. La physique, malheureusement pour chaque argumentaire politique fanfaron, ne cesse pas de fonctionner simplement parce que quelqu'un proclame sa domination devant un micro. La raison touche à un principe de physique électromagnétique. Lorsque la longueur d'onde d'une émission radar est comparable aux dimensions physiques de l'objet illuminé, ou plus grande que celle-ci, un phénomène appelé régime de diffusion de Rayleigh entre en jeu. À l'intérieur du régime de diffusion de Rayleigh, la forme furtive cesse de fonctionner comme prévu. La géométrie de l'appareil n'est plus assez grande relativement à l'onde radar entrante pour que la forme dévie le signal dans la direction prévue. L'appareil devient électromagnétiquement résonnant avec le signal entrant. Au lieu de rediriger l'énergie radar loin de la source, l'appareil la disperse largement dans toutes les directions. Les dimensions physiques du F-35 le placent en plein dans le régime de diffusion de Rayleigh lorsqu'il est illuminé par des fréquences radar VHF. Il ne s'agit pas d'un constat classifié provenant d'une recherche de défense restreinte. C'est de la physique. C'est documenté dans la littérature universitaire ouverte.
Carlo Kopp, ingénieur aérospatial et analyste de défense, a publié une analyse technique complète de cette vulnérabilité précise par l'intermédiaire d'AirPower Australia. Les travaux de la Rand Corporation sur les défis à la domination aérienne mentionnent la vulnérabilité des plateformes furtives au radar à grande longueur d'onde comme une limite reconnue et comprise. Le docteur William Sweetman, l'un des journalistes spécialisés en aviation les plus reconnus des 4 dernières décennies, a abordé le problème du radar VHF dans Aviation Week il y a plus de 20 ans. Les gens qui ont conçu le F-35 n'ignoraient rien de tout cela. Ceux qui l'ont financé ne l'ignoraient pas. Les responsables qui présentaient ces coûts unitaires au Congrès ne l'ignoraient pas. Alors pourquoi le programme a-t-il poursuivi sur son architecture actuelle? Parce que les gens qui le dirigeaient ont fait une hypothèse. L'hypothèse fonctionnait ainsi: un radar VHF peut détecter un appareil furtif, mais un radar VHF ne peut pas le cibler avec une précision suffisante pour guider un missile jusqu'à l'interception. Les caractéristiques de résolution des systèmes VHF produisent une précision de position mesurée en kilomètres plutôt qu'en mètres. Même si un adversaire exploitant un système VHF peut observer un contact sur son écran et conclure qu'un appareil furtif opère quelque part dans une région donnée du ciel, il ne peut pas convertir cette information en données de ciblage avec la précision qu'un missile exige pour atteindre une géométrie d'interception. Un missile qui se rapproche d'une cible à altitude a besoin d'une précision de position mesurée en mètres, avec un seul chiffre. Le VHF fournit une précision de position mesurée en kilomètres. Cet écart entre ce que fournit la détection VHF et ce qu'exige le guidage d'un missile constituait la marge sur laquelle reposait la doctrine des appareils furtifs. Et pendant une période considérable, cette hypothèse a tenu. Ce qui a changé, c'est ce que l'Iran a intégré au Bavar 373. Le Bavar 373 est le système de missiles solaires le plus performant que l'Iran ait développé au pays. Le ministère iranien de la Défense a dévoilé publiquement le système en 2019. La plateforme met en œuvre des unités radar mobiles, une architecture de commandement centralisée et des missiles ayant une portée d'engagement annoncée de 200 km. Ce sont ces spécifications qui attirent la majeure partie de l'attention analytique que reçoit le système. Ce ne sont pas les éléments opérationnellement significatifs. L'élément opérationnellement significatif, c'est les bandes de fréquences radar dans lesquelles l'architecture de détection du Bavar 373 fonctionne réellement. Le Bavar 373 intègre des radars opérant dans la bande VHF et dans la bande L. Cela est documenté dans des analyses militaires en sources ouvertes publiées par le Royal United Service Institute à Londres et par l'International Institute for Strategic Studies. Ce n'est pas du matériel classifié. Cela n'a simplement pas été clairement expliqué au public qui suivent ce conflit. Le radar VHF n'est pas une nouveauté technologique. Le système britannique Shane Home, qui a joué un rôle décisif dans la défaite de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre, fonctionnait dans les bandes HF et VHF. Le radar d'alerte avancé soviétique PODISUI, mis en service en 1970, fonctionne en VHF. Ce sont des systèmes plus anciens que la télévision couleur. Ce que l'Iran a fait, c'est pas inventer une technologie radar supérieure. Ce que l'Iran a fait, c'est combiner 2 types déjà établis dans une architecture intégrée qui referme précisément l'écart que la doctrine furtive du F-35 comptait voir rester ouvert. Le radar VHF localise le F-35. Il ne peut pas fournir des données de ciblage d'une qualité suffisante pour le guidage d'un missile, mais il n'a pas besoin d'accomplir cette tâche. Ce qu'il accomplit, c'est de réduire la position du F-35 à un corridor défini du ciel, une zone d'environ 20 km dans laquelle l'on sait que l'appareil se trouve. Le système oriente ensuite un radar en bande X de plus courte portée et de fréquence plus élevée vers la recherche dans ce corridor précis avec une attention concentrée. Ce radar en bande X ne tente pas de localiser un appareil furtif dans un ciel ouvert sans information préalable. Il tente d'illuminer un appareil dont la position approximative lui a déjà été transmise à l'intérieur d'une zone de recherche de 20 km. C'est un problème opérationnel fondamentalement différent et c'est un problème qu'un radar en bande X peut résoudre même contre une plateforme présentant les caractéristiques de section efficace radar du F-35 parce que l'espace de recherche a été réduit de l'ensemble du ciel visible à une zone définie et limitée.
Cette technique s'appelle la fusion de capteurs. Le cadre conceptuel n'a rien de nouveau dans l'analyse de défense. Le défi persistant a toujours été de l'exécuter de façon fiable en conditions réelles de combat, avec la précision temporelle et la performance des liaisons de données nécessaires pour maintenir une piste continue sur un appareil volant à Mach 1, 5 tout en effectuant des manœuvres d'évitement. Cela exige une précision temporelle extraordinaire, de la synchronisation, des liaisons de données fonctionnelles reliant des systèmes radars distincts qui peuvent être physiquement séparés par des distances importantes, une architecture logicielle capable de gérer le transfert dans les millisecondes disponibles avant qu'un appareil supersonique change de cap ou d'altitude, ainsi que des opérateurs formés et entraînés à gérer l'ensemble du tableau sensoriel, intégré sous la pression cognitive et psychologique du combat réel. L'évaluation militaire américaine dominante était que l'Iran ne pouvait pas combler cet écart d'exécution. Le champ de débris dispersé sur 3 kilomètres de territoire iranien ce matin laisse entendre que cette évaluation exige une révision fondamentale. Voilà ce qu'il reste de la doctrine de la certitude bruyante, cette même école de mise en scène qui continue de confondre le volume, la posture et un angle de caméra favorable à Trump avec un véritable contrôle. Maintenant, je dois réfléchir à ce que cela signifie au-delà de la seule cellule qui a produit ce champ de débris, parce que c'est ici que les conséquences de cet abattage dépassent de loin la perte tactique d'un seul appareil dans une seule mission. Les États-Unis ont engagé un 7 billions de dollars dans des programmes d'appareils furtifs couvrant le F-35, le 22, le B-2 et la recherche-développement de nouvelles générations depuis 1981. Tout cet investissement repose sur une seule prémisse opérationnelle. Les appareils furtifs peuvent pénétrer un espace aérien défendu dans lequel des appareils non furtifs ne survivraient pas à l'entrée. Si des systèmes de fusion de capteurs peuvent orienter de façon fiable un radar de ciblage à partir d'une détection VHF en conditions réelles de combat, et si ce matin représente au minimum un point de données confirmé indiquant qu'ils le peuvent, alors la prémisse opérationnelle qui sous-tend un 7 billions de dollars d'investissement stratégique devient un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation ne se limite pas au F-35. Les bombardiers Biospirit, la plateforme qui emporte les bombes nucléaires gravitationnelles américaines et sert de principal instrument de capacité américaine de frappe conventionnelle en profondeur contre les cibles les plus lourdement défendues de la planète, repose sur la même hypothèse physique fondamentale. Les chiffres exacts de sa section efficace radar diffèrent de ceux du F-35. Ces seuils précis de vulnérabilité fréquentielle diffèrent à la marge, mais la proposition fondamentale selon laquelle la forme furtive combinée à un traitement en matériaux absorbant les ondes radar rend un appareil impossible à cibler est identique. Si l'Iran a comblé l'écart d'exécution avec le Bavard 373, alors chaque profil de mission du B-2 pénétrant un espace aérien défendu s'exécute sur la base d'une hypothèse qui ne peut être plus valide sur le plan opérationnel. La dimension alliée de cet abattage produira les effets à long terme les plus importants sur les relations stratégiques américaines et sur l'économie de défense. 15 nations ont acheté le F-35 ou se sont formellement engagées à l'acheter comme principal appareil de combat. Leurs forces aériennes ont été structurées autour de la prémisse opérationnelle selon laquelle le F-35 peut pénétrer un espace aérien défendu qui vaincrait leur plateforme non furtive. Leurs budgets de défense ont été calibrés autour de cette prémisse, leur planification militaire a été construite sur elle. Les gouvernements de ces 15 nations adressent ce matin exactement la même question à leurs appareils de défense que celle que les planificateurs américains examinent à Washington. Si la capacité iranienne de fusion de capteurs peut détecter et engager de façon fiable un F-35 en combat réel, qu'est-ce que cela signifie pour les ensembles de missions que nous concions exécuter avec cet appareil? C'est habituellement le moment où l'argumentaire brillant se termine et où la gestion de crise commence en vitesse. La réponse à cette question n'est pas que le F-35 est devenu inutile. Il demeure une plateforme de combat extraordinairement capable,
avec des caractéristiques de performance qu'aucun adversaire actuel ne peut égaler dans de nombreuses catégories opérationnelles, mais la capacité précise qui justifiait son coût d'acquisition extraordinaire, la capacité de pénétrer des systèmes intégrés sophistiqués de défense aérienne qui détruiraient toute plateforme non furtive tentant la même pénétration, et la capacité même sur laquelle le champ de débris de ce matin a posé un sérieux point d'interrogation. Et ce point d'interrogation réécrit les mathématiques militaires de chaque opération planifiée, qui dépendait de la fiabilité de cette capacité précise en environnement contesté. L'appareil de défense aérienne de l'Armée populaire de libération chinoise examine ce que l'Iran a exécuté ce matin et se pose une seule question. Pouvons-nous reproduire cela à grande échelle? Almazanteh, l'entreprise russe responsable du développement de la famille S-400, affirme publiquement depuis des années disposer d'une capacité de détection par fusion de capteurs. La capacité annoncée du S-400 à détecter les appareils furtifs repose sur la même architecture de détection VHF, puis de relais vers des fréquences plus élevées que celle que l'Iran semble avoir exécutée avec succès contre le F-35. Si l'Iran a démontré de façon indépendante une fusion de capteurs fonctionnels en combat réel, alors les affirmations russes sur ses capacités deviennent beaucoup plus crédibles que les évaluations occidentales n'ont historiquement été prêtes à le reconnaître. Chaque appareil furtif américain et allié qui serait engagé dans des opérations contre des systèmes intégrés de défense aérienne russes ou chinois évolue désormais dans un environnement de menace qui vient de recevoir un point de données confirmé en combat, suggérant que l'hypothèse centrale derrière la doctrine furtive peut être plus exposée que les architectes de cette doctrine n'étaient prêts à l'admettre. La question ouverte qui plane sur la stratégie de puissance aérienne américaine après cet abattage n'est pas une question tactique que l'on peut résoudre par des ajustements d'entretien ou des modifications de procédures tactiques. C'est une question stratégique sur laquelle ont été construits un 7 billions de dollars d'investissement et 30 ans de développement doctrinal. La question est de savoir si l'écart d'exécution entre la détection VHF et le relais vers la conduite de tir en bande X, sur lequel comptaient les architectes américains de la furtivité, s'est réellement refermé en conditions réelles de combat, et non pas s'il était théoriquement refermable en principe. C'est ce qui arrive quand une doctrine commence à sonner comme une conférence de presse de Trump, une certitude totale jusqu'au moment où les preuves entrent dans la salle. Cela a toujours été théoriquement refermable. Les physiciens et les analystes de défense qui publiaient dans la littérature ouverte, il y a 2 décennies, disaient déjà que c'était théoriquement refermable. Et il le disait assez clairement pour que quiconque y prêtait attention comprenne l'implication. La question est de savoir si le bavard 373 iranien, dans des conditions réelles de combat contre un F-35 opérationnel en mission réelle, l'a refermé en pratique. Le champ de débris mesurant 3 km à travers l'espace aérien iranien est actuellement la réponse directe la plus disponible à cette question. Et c'est une réponse que chaque ministère de la Défense, chaque chef d'état-major de forces aériennes et chaque entrepreneur de défense dont le modèle d'affaires dépend de la fiabilité opérationnelle de la prémisse furtive chercheront très activement à interpréter sous l'angle le plus favorable possible, parce que l'interprétation contraire est une interprétation qu'aucun d'entre eux ne peut se permettre d'accepter sans démanteler des hypothèses de planification, des engagements d'acquisition et des relations stratégiques construites depuis des décennies. La question sur laquelle il vaut la peine de s'arrêter est la suivante. Si la vulnérabilité des appareils furtifs au radar VHF est documentée dans la littérature de défense accessible publiquement depuis plus de 20 ans, et si les gens qui ont construit le F-35 la comprenaient au moment où ils le construisaient, à partir de quel moment le fait de continuer à faire voler des missions furtives opérationnelles dans un espace aérien, où des adversaires développent publiquement des capacités de fusion de capteurs, cesse-t-il de relever d'une erreur d'évaluation du renseignement pour devenir un échec doctrinal? Et qu'est-ce que cela signifie pour les 15 nations qui ont restructuré toute leur stratégie de puissance aérienne
autour de la pénétration furtive du F-35, si l'hypothèse centrale derrière cette stratégie vient d'être testée au combat et a renvoyé un résultat que personne dans ces appareils de défense n'est prêt à traiter publiquement, à un certain moment, même le slogan le plus bruyant finit par manquer de piste. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.